D'après la commission sur le 11 septembre, l'avion qui est apparu à proximité de Washington et qui est allé percuter le Pentagone était le vol American 77, le même avion qui avait disparu des radars aux confins ouest de la Virginie une heure plus tôt. Mais aucune preuve n'a été fournie pour confirmer cela. Comme nous l'avons vu, le numéro de série de l'enregistreur des données de vol qui aurait pu identifier l'appareil n'a jamais été publié. La seule chose que les débunkers peuvent avancer en faveur du vol 77 est un petit morceau de fuselage portant un numéro de série American Airlines. Mais n'importe qui aurait pu placer cette pièce sur la pelouse après le crash. D'autant que des personnes en uniforme non identifiées ont été vues en train de ramasser les débris juste après le crash, en violation directe des règles régissant les enquêtes criminelles. Un prestataire qui n'était qu'à 100 mètres du point d'impact a déclaré « C'était des gars en veste noire du département de la sécurité. Ils étaient là pile au bon moment. Je n'arrive pas à comprendre. D'où venaient-ils? Peut-être étaient-ils au courant de quelque chose, je ne sais pas. » Les débunkers affirment que les témoignages sont plus que suffisants pour identifier l'avion. Mais il est probable que si quelqu'un avait voulu le faire passer pour un avion d'American Airlines, il l'aurait peint aux couleurs de la compagnie. La plupart des témoins se souviennent d'un grand avion de ligne, mais d'autres ont décrit un avion plus petit comme un avion d'affaires. From my office, I was able to see a white jet, like a Gulfstream type commuter jet, I guess. Omar, you say this was a smaller plane, 10 to 15 passengers maybe? No es muy grande. No es muy grande. It's not like too big, it's just... ¿Tú sabes los aviones comerciales? It's like business aircraft. Like a business jet. Yeah. It looked like a commuter plane, 2 engine, come down from the south, real low, proceed right on and crash right into the Pentagon. And are you fairly sure that it was what we sometimes describe and recognize as a small commuter plane? Yes, it was. À eux seuls, les récits des témoins ne permettent pas d'établir le type exact de l'appareil. L'avion ayant arraché 5 lampadaires avant d'aller frapper le Pentagone, les débunkers font remarquer que la distance entre les lampadaires ne peut correspondre qu'à un appareil de grande envergure. Ce qu'on peut voir justement, c'est que l'avion en arrivant a tombé 5 pylônes qui étaient sur sa trajectoire, et ces pylônes étaient espacés de 25 mètres. Troviamo alcuni lampioni abbattuti, 5 lampioni. Tutti insieme fanno una fascia larga 26 metri. Facciamo finta di ipotizzare che non sappiamo che si tratti di un aereo. Sappiamo che c'è qualche cosa largo 26 metri che è passato di lì. Le couloir entre les lampadaires fait 26 mètres de large. L'envergure d'un 757 est de 38 mètres. Mais tout avion d'au moins 26 mètres d'envergure aurait pu faire l'affaire. Pas besoin d'un 757. En fait, lorsqu'un avion de ligne de 100 tonnes percute à 800 km/h une façade en béton armé comme celle du Pentagone, on s'attend à trouver une situation comme celle-ci. Au contraire, ce qui sauta immédiatement aux yeux, c'est l'absence de débris importants et identifiables, comme ceux que l'on voit d'habitude sur les lieux d'un crash aérien. Bob Pugh fut le premier caméraman à arriver sur le site. And there's a lot of debris in the foreground of those videos. Again, it's very small pieces. I mean, I'm standing on pieces, a dinner plate or smaller in size. All the while I'm looking for wreckage, and I can't find a piece of anything that I recognize. I can't see the tail, I can't see the wheels, I can't see the engines, there's no chairs, there's no luggage. D'après la version officielle, il n'y avait aucun débris significatif sur la pelouse parce que l'avion s'était presque entièrement encastré à l'intérieur du bâtiment. Quindi, gran parte dei frammenti dell'aereo non sono fuori perché l'aereo è entrato nell'edificio. L'université de Purdue a réalisé une animation graphique détaillée qui illustre la version gouvernementale de l'événement. We had the plans for the Pentagon, all the details, right down to the last reinforcing bar. The speed of the airplane and the direction from which came was given to us by the Transport Safety Institute. D'après la version officielle, l'avion s'est approché au ras du sol, arrachant 5 lampadaires situés au carrefour tout proche. Penchant légèrement sur son aile gauche, il a heurté une remorque garée devant le bâtiment avec la partie inférieure de son aile droite, puis a frappé la façade selon un angle de 42 degrés. L'avion a presque entièrement pénétré dans le bâtiment en diagonale, détruisant tout sur son passage à mesure qu'il était lui-même mis en pièces. Le fuselage aurait même atteint et transpercé le 3e anneau du Pentagone, perçant ce trou de sortie de 3 à 4 mètres de diamètre. Cette version des événements pose cependant plusieurs problèmes. Le premier est l'envergure réelle d'un Boeing 757. Nous nous rappelons tous de la façade du Pentagone après son effondrement. Mais auparavant, juste après l'impact, voilà à quoi ressemblait le bâtiment.
Cette série de photos a été prise par un photographe de la Navy juste après l'impact. On ne dirait pas qu'un Boeing 757 vient de s'encastrer presque entièrement dans le bâtiment, les dégâts ne sont pas assez importants. Un expert en informatique a reconstitué la façade à partir des meilleures images et a produit cette image composite qui est devenue la référence universelle pour quiconque s'intéresse au débat. Ce photomontage montre une ouverture pratiquement continue au niveau du sol d'environ 30 mètres de large. Les dégâts s'étendent au premier étage avec un trou de pénétration d'environ 5 mètres. Les débunkers continuent de dire que c'est suffisant pour que presque tout l'avion pénètre dans le bâtiment. Effectivement, on peut se demander où est-il passé. Et puis, si on prend des photos qui ont été prises à des instants différents et qui justement, par un assemblage, ont permis de montrer les dégâts qui étaient réellement visibles sur la façade, et là on voit clairement que tout le rez-de-chaussée a été anéanti sur une longueur de 30 mètres. Et puis au milieu, bien sûr, vous avez le trou de la carlingue. That gash in the E-ring was about 90 feet across. The wingspan of the plane was about 124 and change. That punched the hole into the building. Il est vrai que l'envergure d'un 757 est de 38 mètres. Mais les débunkers oublient l'angle de 42 degrés, ce qui projette sur la façade une envergure de presque 50 mètres, proche du double de l'entaille constatée. Comme le montre cette animation, l'aile gauche aurait dû aussi détruire les deux fenêtres à gauche de l'entaille. Mais toute la partie gauche de la brèche ne semble pas avoir été frappée par une aile se déplaçant à 800 km/h. Les encadrements des fenêtres en bois sont toujours en place et leurs vitres semblent avoir été brisées par l'explosion consécutive et non par l'impact. Le revêtement de la façade s'est détaché, mais les briques derrière semblent pratiquement intactes. Selon le même angle de projection, l'aile droite aurait dû percuter la façade jusqu'à cette colonne du premier étage. En fait, il y a une entaille en diagonale au premier étage qui pourrait résulter de l'impact de l'aile. Mais cela place une grande partie de l'aile au-dessus de la dalle du premier étage, ce qui signifie que l'aile ne se serait tout simplement pas encastrée dans la façade. Mais alors, où est-elle passée ? Voici le scénario de Popular Mechanics concernant les ailes. The wings did not fully penetrate the facade. In fact, the wings had already been partially sheared off by the time the plane even hit the building. The fuselage mainly made the hole that existed. Conspiracy theorists want to know why it wasn't the width of the full wingspan of the plane, and actually just the simple reason was that the wings came off. Mais où sont-elles passées ? Popular Mechanics ne le dit pas. Un problème similaire se pose pour les stabilisateurs horizontaux de 15 mètres d'envergure. Comme ils sont installés à 1 mètre plus haut que les ailes, ils auraient dû frapper la façade approximativement ici et ici. Mais il n'y a aucune trace visible de leur impact sur la façade, ni aucune pièce de stabilisateur reconnaissable sur la pelouse. Même problème pour la dérive verticale, 8 mètres plus haut que le fuselage. Au moment de l'impact, la queue aurait dû heurter les fenêtres du 3e étage. Au lieu de cela, l'animation de l'université de Purdue montre que la queue rentre entièrement dans le bâtiment comme dans du beurre. Pourtant, la façade située au-dessus du trou de pénétration ne présente aucun dommage significatif et les vitres et les fenêtres alentours ne sont même pas brisées. Pour le stabilisateur et la dérive, Popular Mechanics n'offre que cette explication générale. A plane flying 500 miles an hour, hitting a concrete wall that is extremely reinforced, there's not going to be much left of it. You're not going to see it sitting on the lawn of the Pentagon in 1 or 2 or 3 pieces. Mais il y a un problème. Si les ailes et la queue se sont désintégrées contre la façade, comment le fuselage a-t-il pu transpercer entièrement les 3 anneaux ? Le fuselage est de loin la partie la plus fragile d'un avion, puisqu'il s'agit d'un cylindre vide censé transporter des passagers et leurs bagages. L'expert aéronautique Jacques Roland compare la fragilité du fuselage avec celle des ailes. Jacques Roland, ancien général de l'armée de l'air, est aujourd'hui le meilleur expert en crash aérien auprès des tribunaux. Il n'est pas du tout évident de comprendre qu'effectivement, dès que vous avez un choc à l'avant, l'ensemble s'enfonce à la vitesse de pénétration en fait. Et le premier point dur se trouve ici. Tant que vous n'arrivez pas là, l'avion, c'est du papier. Question. Comment le fuselage, qui est la partie la plus fragile de l'avion, a-t-il pu pénétrer entièrement dans le bâtiment, tandis qu'une partie des ailes et de la queue, pourtant plus solides, sont restées dehors et ont été réduites en miettes ? La disparition pure et simple des moteurs est encore plus mystérieuse. Le 757, qui est censé avoir percuté le Pentagone, était équipé de 2 turboréacteurs Rolls-Royce RB211, chacun fait 2 mètres de diamètre et pèse 3 tonnes. Leur partie centrale est faite de matériaux si solides et si résistants qu'elle est considérée comme pratiquement indestructible. To operate at around 1700 degrees, they're designed not to melt.
Quali sono le parti che non vengono distrutte, che non si squagliano per il calore? Pezzi del carrello e il cuore dei due motori, che è molto più compatto dalla parte esterna dei motori, ovviamente fatto in materiali che devono resistere alla temperatura, 2000-2500 gradi, per cui la parte centrale dei due motori è sicuramente sopravvissuta all'impatto. Mais où sont-ils? Dans son animation, l'université de Purdue a choisi d'ignorer le problème. Comme on peut le voir, les réacteurs disparaissent juste avant l'impact. Le débunker Paolo Attivissimo a émis ce qu'il appelle une suggestion prudente. Questo motore Rolls-Royce SRB 211, questo è un oggetto trovato davanti al Pentagono. Quando dicevo prima, probabilmente i motori non sono completamente entrati, questo oggetto è di forma compatibile. Faccio il prudente, dico semplicemente che è di forma compatibile. Mais ce rotor peut provenir de n'importe quel moteur. Il existe une autre photo d'un disque similaire, ou du même mais sous un angle différent. Et puis, il y a cette partie de moteur retrouvée à l'intérieur du bâtiment. Mais nous ne cherchons pas de petits débris, nous cherchons 2 pièces de plus de 3 tonnes en acier et en titane, et qui après l'accident devraient ressembler à ceci, ceci, ou encore ceci. De fait, si le Pentagone avait été percuté par un Boeing 757, les 2 réacteurs auraient percuté la façade à cet endroit, sous chaque aile. Ils auraient pénétré dans le bâtiment selon une trajectoire parallèle au fuselage, creusant un sillon bien plus dévastateur que le reste de l'avion. È un proiettile simile il motore? Sì, sicuramente sì. Può essere tranquillamente un proiettile. Lanciato quello a 800 km all'ora, la struttura viaggia e non si ferma a un minimo ostacolo. Pourtant, on ne retrouve aucun moteur près du trou de sortie, ni aucun trou pouvant avoir été causé par ces réacteurs. Question. Pouvez-vous expliquer ce qui est arrivé aux parties centrales des 2 réacteurs constitués de matériaux pratiquement indestructibles? Enfin, une chose encore plus mystérieuse, le trou de sortie. Officiellement, c'est le fuselage de l'avion qui a percé ce trou dans le 2e mur du 3e anneau, appelé l'anneau C. Le 15 septembre 2001, le directeur du programme de rénovation du Pentagone a déclaré « L'avion a traversé les anneaux E, D et C. Le nez a endommagé le mur intérieur jusqu'à l'allée AE. L'allée AE est la cour intérieure qui sépare l'anneau C de l'anneau B. » Mais comment le fuselage a-t-il pu se frayer un passage jusqu'à l'anneau C? Un aereo che pesa 120 tonnellate, lanciato a 800 km/h, impatta una facciata, la trapassa. Nel trapassarla viene tritato dalle colonne che ci sono in mezzo, a mo' di grattugia, se volete, passate questo termine, e alla fine quel che rimane sono solo frammenti molto piccoli. Quel poco che rimane in fondo arriva dall'altra parte. Si le fuselage n'est qu'un cylindre et qu'il a été taillé et haché menu par les colonnes, comment a-t-il pu conserver sa forme parfaitement circulaire et aller percer le mur de cette façon? C'est là que les explications des débunkers deviennent absolument fascinantes. The mass of the plane penetrated the building with enormous energy and continued into the building in a state almost more like a liquid than a solid. Then encountered reinforced concrete columns 2 feet thick. So the aircraft was flying through a forest of columns. The plane became almost like an artillery shell or a tank round. What actually came out, it was a circular ball of fire, which is how fire goes when it moves. That's why it has a perfectly round shape. By this time, there was an avalanche of debris that was moving as a single mass, much as in an avalanche of snow. Qu'il se soit transformé en masse liquide, en boule de feu ou en avalanche de neige, toutes ces explications sont purement et simplement contredites par le rapport de 2003 rédigé par l'Association américaine des ingénieurs en génie civil et intitulé Pentagon Building Performance Report. Pour décrire le comportement des colonnes du rez-de-chaussée, le rapport explique que les colonnes 3G, 3H, 3J et 5J étaient endommagées mais encore en place, bien que sur la trajectoire directe du fuselage. Il est très peu probable qu'à ce stade de la progression, une partie significative du fuselage ait pu conserver l'intégrité de sa structure. Celle-ci a certainement été détruite avant même d'avoir parcouru une distance équivalente à sa longueur. L'avion mesure 47 mètres, soit environ la moitié de la distance entre la façade et le trou de sortie. D'ailleurs, les premiers témoins des dégâts à l'intérieur du Pentagone confirment qu'aucune pièce significative du fuselage n'a atteint l'anneau C. Question. Étant donné que, d'après le Pentagon Building Performance Report, l'appareil a certainement été détruit avant d'avoir parcouru une distance équivalente à sa longueur,
et que il est hautement improbable qu'une portion significative du fuselage ait conservé son intégrité structurelle, pouvez-vous, après cela, expliquer ce qui a causé le trou de sortie presque parfaitement circulaire dans le mur extérieur de l'anneau C? Une brèche au rez-de-chaussée dont la taille correspond à un peu plus de la moitié de l'envergure d'un 757. Le bout de l'aile gauche et la majeure partie de l'aile droite qui ont disparu sans explication valable. Les stabilisateurs horizontaux et l'empennage vertical qui ont eux aussi disparu sans explication. Un fuselage qui s'est comporté davantage comme une tête de missile que comme un cylindre vide en aluminium. Aucune trace du cœur des deux réacteurs et un trou de sortie dans l'anneau C que rien ne peut rationnellement expliquer. Au vu de tous ces éléments, la conclusion qui s'impose est que les dégâts observés au Pentagone ne sont pas compatibles avec ceux d'un Boeing 757 et doivent avoir été causés par autre chose. Le mystère de ce qui a percuté le Pentagone aurait pu être facilement levé si le FBI avait publié les vidéos des dizaines de caméras de surveillance placées autour de la zone d'impact. Yeah, there were a lot of cameras around the Pentagon. If you look at the Pentagon, you can see that there's cameras on each corner. There's cameras at some of the businesses around the Pentagon. And we know in those cases, the tapes were confiscated immediately by the FBI within hours of the event. Suite à une requête demandant la publication de ces vidéos formulée au titre de la loi FOIA, l'agent du FBI responsable des enregistrements a répondu. Le FBI dispose de 85 vidéos pouvant correspondre à la demande d'information FOIA. Mais l'agent a conclu « J'ai pu déterminer qu'une seule vidéo montre l'impact du vol 77 contre le Pentagone le 11 septembre 2001. C'est la vidéo que nous avons tous vue à maintes reprises. » Le FBI aurait aussi bien pu diffuser toutes les vidéos pour que le public se rende compte par lui-même. Mais pour des raisons inexpliquées, il a préféré les garder pour lui. I've filmed before down at the Pentagon before 9/11. There's got to be at least 100 video cameras ringing that building, in the trees, everywhere. They've got that plane coming in with 100 angles. I want to see the video. I want to see 100 videos that exist of this. Why don't they want us to see that plane coming into the building? Non seulement cette question est restée sans réponse, mais une analyse approfondie du seul enregistrement disponible nous réserve une surprise étonnante. Au départ, le département de la Défense a publié ces 5 images extraites de l'enregistrement d'une caméra de surveillance d'un parking. Puis en 2006, le DoD a publié la séquence entière d'où provenaient les 5 images publiées précédemment. La vidéo est constituée d'images espacées d'environ 1 seconde. Elle commence juste avant l'impact et se poursuit avec l'énorme explosion et les flammes et la fumée qui s'ensuivent. Malheureusement, la vidéo ne montre pas l'approche de l'avion. La seule chose visible juste avant l'explosion ressemble à la queue d'un avion suivi d'une traînée blanche. Mais le fuselage est caché par le poteau au premier plan. Le DoD a également publié une deuxième vidéo, prise par une caméra à un autre endroit du parking. En fait, cette caméra était installée dans le poteau qui masque la vue dans la première vidéo. Cette vue aérienne montre l'emplacement des 2 caméras. La seconde caméra filme dans la même direction et elle offre le même champ de vision mais avec une vue dégagée. En se calant sur l'explosion, il est possible de synchroniser les 2 caméras à l'image près. Si l'on synchronise les 2 ensembles d'images, on remarque que la seconde vidéo débute plus tôt que la première et que la première dure plus longtemps. Cela nous laisse donc un tronc commun de 100 images, parfaitement synchrones. À partir du moment où la voiture de police repart, l'action se déroule de façon absolument identique, à la fois avant et après l'explosion. En particulier, pendant la deuxième partie des vidéos, on peut vérifier grâce à la forme des nuages de fumée qu'après l'explosion, chaque couple d'images représente bien la même situation. Cela confirme que les 2 caméras étaient parfaitement synchronisées. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en droit d'attendre puisque les 2 caméras étaient contrôlées par un système d'enregistrement central appelé multiplexeur ou TLR. Il y a cependant une image dans chaque vidéo où la scène diffère complètement, et il se trouve qu'il s'agit précisément de l'image où l'avion passe juste au-dessus de la pelouse. C'est l'image 23 dans le décompte commun à chaque vidéo. Alors que la première vidéo montre la queue et la traînée blanche, nous pourrions espérer que la seconde caméra, placée dans le poteau de béton, montre le fuselage entier de l'avion dans la même position. Mais ce n'est pas le cas.
Dans l'image correspondante, la caméra 2 ne montre que la pointe de l'avion qui rentre à peine dans le champ par le coin en bas à droite. Mais alors, comment le nez de l'avion peut-il se retrouver derrière la queue au même instant? Le système de synchronisation ne tolère qu'un trentième de seconde de décalage ou marge d'erreur entre les deux caméras. Étant donné que l'avion parcourt 230 mètres à la seconde, ce décalage maximal entre les deux caméras porte sur 7,50 m tout au plus. Or, la longueur d'un Boeing 757 est de 47 mètres. Même en tenant compte de l'effet de perspective dû à la trajectoire en diagonale, c'est très insuffisant pour expliquer l'écart énorme entre les deux images. D'autant qu'après cette image, les vidéos retrouvent une synchronisation parfaite jusqu'à la fin de la séquence. Pourquoi ces images vitales, et seulement celles-ci, diffèrent-elles autant d'une caméra à l'autre? Cette question a laissé perplexes les chercheurs et les experts en informatique. Le même chercheur qui avait réalisé le fameux photomontage de la façade du Pentagone a également conduit une analyse technique approfondie des deux enregistrements publiés par le DoD. Après avoir confirmé que les deux caméras étaient bien synchronisées par le même système de multiplexage, cet expert a compilé une table de comparaison des contenus image par image. Comme vous pouvez le constater, l'image 23 est la seule à présenter des différences flagrantes d'une caméra à l'autre. L'expert a analysé chacune des deux images avec des outils informatiques sophistiqués et a obtenu des résultats plutôt surprenants. Par une série de soustractions booléennes des deux images, il a découvert qu'une petite partie des images était identique. Ce qui est identifié comme le nez de l'avion pris par la caméra 2 est aussi présent dans la traînée blanche prise par la caméra 1. En fait, c'est comme si quelqu'un avait retouché cette partie de l'image par un copier-coller afin de recouvrir l'avion et avait gardé la traînée de fumée pour la faire ressembler au nez de l'avion qui entre tout juste dans le champ de l'image. Question. Étant donné que le décalage maximum de synchronisation entre les deux caméras se traduit tout au plus par une différence de position de l'avion de 7,5 mètres, pouvez-vous nous expliquer les différences flagrantes constatées entre ces deux images? Faute d'explication valide de ces différences, nous sommes amenés à conclure qu'il y a eu manipulation intentionnelle par Photoshop d'au moins une de ces deux images. Pour résumer la situation au Pentagone, nous avons donc une absence totale d'indices prouvant que le vol qui a percuté le Pentagone était bien le vol 77, un avion fantôme qui a attiré l'attention dans la direction opposée, l'incapacité de la Maison-Blanche à abattre l'avion qui arrivait même si la menace était sérieuse et imminente, une trajectoire d'approche tout à fait illogique pour les pirates, un pirate parfaitement incapable de suivre cette trajectoire, l'absence de pièces d'avion de dimension significative, des dégâts sur un bâtiment clairement incompatible avec un Boeing 757, un enregistrement de l'impact trafiqué, et enfin une réticence évidente du FBI à publier toute autre vidéo qui permettrait d'identifier l'avion.